Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Tobiana. Lise Gutmann. Radio J. Lynn, bonjour. Bonjour Lise. Alors, de nouveaux films, encore plus de nouveaux films. On va parler de tout ça, mais on va surtout parler d'un film qui sort pas n'importe aujourd'hui, pas n'importe lequel. Et pour ce, on a un invité formidable, Lionel Bayer, réalisateur de La Cache. Lionel, bonjour. Bonjour Lise. Bonjour. Alors, donc, ce film, La Cache, est adapté du roman autobiographique de Christophe Boltanski, qui a eu le prix Femina 2015 pour cet ouvrage. Alors, ne pas confondre avec Christian Boltanski, artiste plasticien et oncle de Christophe. Alors, vous avez donc adapté cette histoire de La Cache, qui raconte l'histoire de la vie au quotidien, en plein mai 68, d'une famille juive parisienne marquée par l'occupation, celle des Boltanski, dans un vaste appartement rue de Grenelle. Et à travers une voix off, celle du narrateur, et c'est votre voix, Lionel Bayer, cette histoire nous est racontée toujours à travers les yeux de Christophe, un enfant de 9 ans. Voilà, et cette comédie est toujours tournée à hauteur d'enfant, dans cet appartement familial où se cache une mystérieuse cache. Il y a eu des coups de feu, non? C'est les Boches. Ça t'embête pas de rester rue de Grenelle encore un peu? On est en train de changer d'avenir, c'est compliqué, je t'expliquerai. Ok. Tiens, ça fortifie les cheveux. Voilà. Prise d'assaut par les CRS. Depuis quand on se soucie des SS? Je parle des CRS, pas des SS. J'aimerais simplement que quelqu'un me dise c'est beau, avec sincérité. Mais c'est beau. Quelqu'un du dehors. Tu veux fumer? Non, je peux pas fumer. Ah, c'est chic. C'est ça que je veux. Ah bon? Je me demande ce que vont dire les profs. C'est mon étoile de shérif. Il suffirait d'enlever la... Qu'est-ce que tu fais là? Il y a un chat caché là-dessous. Quand je me suis glissé dans cette cache, c'était en 1942. Je ne pensais y passer que quelques semaines. Très bien. Où ton arrière-grand-mère? Il dort toujours. Comme ça, elle dort toujours. Ceinture. Non. Alors, pas ceinture. Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau. T'es sûr que tu veux pas que je porte? Non, elle dit que c'est moi qui l'accompagnerai au dessin. Il faut balancer ton bras droit vers l'avant. Hein? C'est très bien d'avoir de l'imagination. Ça permet d'en donner un peu à la vie qui, parfois, en manque un peu. Dans cette bande-annonce du film La Cache, on entend justement la chanson d'un des films de Jean-Yann qu'on adorait Tout aussi. le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Exactement. Qui parle du monde de la radio, donc il nous touche ce matin, évidemment. Ouais. C'était le début des radios libres. Ouais. Alors voilà, on a entendu parler de tous les membres de cette famille qui forment un grand corps, mais on va passer en revue toute cette famille fusionnelle, quelque peu déjantée, et vous avez fait un casting formidable, Lionel Bayer. On va commencer bien sûr par Michel Blanc, qui joue le rôle du grand-père de Christophe, d'origine juive, qui a été caché pendant 20 mois, je crois, dans cette cache, dans un KGB pendant l'occupation. Voilà, il joue ce personnage de grand-père. Je crois que ça l'avait beaucoup touché parce que ça permettait de dire quelque chose aussi sur son attachement à ce qu'étaient les valeurs assez fondamentales de la France, c'est-à-dire celle de la tolérance, de l'assimilation des personnes qui venaient d'abord de l'étranger, parce que la famille Boltanski, c'est des juifs russes. L'arrière-grand-mère vient directement d'Odessa et assez courageusement arrive toute seule à Paris pour retrouver son mari David Boltanski au début du XXe siècle. Et ça raconte vraiment, cette famille raconte l'histoire de France aussi, à travers l'assimilation, à travers les différentes composantes qui composent la société française. Et ce qui était beau de le mettre en 68, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de médias conservateurs ont l'impression que 68 est le début comme ça de la catastrophe généralisée, de la perte de la France, de l'oubli des traditions de la France, en oubliant que justement la France, c'est la diversité, c'est l'assimilation et c'est la question même de pouvoir être libre. Et en cela, Étienne Boltanski est un bon exemple parce que il est de confession juive, il décide dans les années 20 de se convertir au catholicisme, mais sans abandonner en fait les liens et sa culture juive, mais presque par envie d'être le plus proche possible des Français, en se disant les Français, la France étant la
fille est née de l'église catholique. Il décide de devenir catholique, mais c'est toujours un tiraillement pour lui parce qu'il garde avec lui évidemment la religion de ses ancêtres. Et ce qui est très beau dans ce que l'on voit dans la cache, c'est qu'il a à la fois une menorah et aussi un portrait de la Vierge, comme s'il n'avait pas pu choisir en fait d'une certaine façon, et que les deux allaient très bien ensemble aussi en fait dans cette cache. Bien sûr, et puis en plus, à travers le petit-fils, il renoue le lien avec la judéité parce que son petit-fils, lui, il veut être juif. Il pose des questions et il dit même qu'il préfère être youpin que juif. Parce qu'il ne comprend pas les deux termes. C'est une réplique incroyable. Donc il dit qu'est-ce que c'est qu'un youpin, mais je trouve ça très beau parce que ça dit d'une certaine façon, quand l'insulte arrivera, quand l'ostracisation arrivera, au contraire, c'est à ce moment-là que je revendiquerai encore plus qu'avant le fait d'appartenir à une religion. Et comme lui, techniquement, sa grand-mère lui dit « mais ni moi ni ta grand-mère ne sommes juifs, donc tu ne peux pas vraiment être juif, mais si tu as envie de l'être, tu peux l'être ». Et je trouve ça beau de se dire, je prendrai à ce moment-là, en fait, là, à la religion, la foi de mes ancêtres, pour défendre dès qu'elle sera attaquée. Ce que j'ai adoré aussi, c'est l'étoile jaune qu'il prend dans le placard de son arrière-grand-mère et qui, pour lui, est une étoile du shérif. Mais c'est ça, voilà. Parce qu'il met le petit... il a plus de vêtements propres, alors il décide d'aller servir dans l'armoire de son arrière-grand-mère, et puis il reste une petite veste avec l'étoile juive. C'est pas dans le livre de Christophe Boltanski. Les Boltanski avaient gardé une étoile pour la mettre sur le sommet du sapin de Noël chaque année. Ah oui. Et oui, comme une sorte de provocation. Mais je trouve que c'est aussi beau parce que le petit garçon dit d'une certaine façon, pour lui, c'est un motif de fierté. Et c'est un motif de fierté. L'ignominie, c'est d'en avoir fait un motif de honte. Mais en fait, de se le réapproprier, c'est-à-dire d'une certaine façon, on ne se laissera pas voler en fait cette étoile qui est un motif de fierté. Et lui, il la voit évidemment comme l'étoile du triomphant. C'est juste, c'est le roi David, c'est le shérif, c'est le gagnant. Donc c'est juste. Alors il y a aussi le personnage de Mère Grand, militante communiste, atteinte d'une polio, qui est jouée par l'actrice Dominique Raymond, qui est véritablement le pilier de cette famille. C'est très étonnant dans le livre parce que c'est une femme très forte qui était handicapée, qui avait la polio, qui donc avait de la peine à se déplacer, qui devait prendre appui sur ses fils, et puis dans son appartement trouver des endroits pour pouvoir se tenir au mur. En même temps, c'est elle, vous avez raison, qui tient vraiment toute la famille, sur lequel tout le monde se repose. Et elle avait, dans le livre de Christophe, ce qui est très étonnant, c'est qu'elle vient d'une vieille famille traditionnaliste française, et elle a au contraire organisé cette famille pour la reconnecter avec leurs origines. C'est elle qui cuisinait de la cuisine russe, qui était très en fait pour que les gens se souviennent de là où ils venaient. Donc c'est à la fois la mémoire, et d'une mémoire qu'elle n'a pas vécue et qu'elle ne connaît pas, une mémoire d'emprunt, mais dont elle s'est saisie. Et c'est elle-même d'ailleurs qui dit à son petit-fils, si tu veux être juif, tu peux être juif. Je pense que c'est ce qui s'est passé pour elle d'une certaine façon, c'était de se dire, elle a tellement été rejetée par sa famille et en opposition à elle, que cette nouvelle famille qui s'offrait à elle, les Boltanski, était une possibilité pour elle de déployer l'identité qu'elle voulait. Donc j'aime beaucoup cette idée du choix, de se dire voilà, on peut choisir d'être ce que l'on veut si on a une conviction très très forte. Alors, il y a d'autres personnages. Le grand-oncle, Jean-Élie, joué par ce magnifique acteur William Lebguil, linguiste. Alors, lui aussi, il est marqué par l'occupation. Il y a une scène très forte, là, où il évoque comment la Gestapo fouillait dans les appartements. Il y a petit-oncle Christian Boltanski, le célèbre plasticien, joué par Aurélien Gabrielli, qui doute de ses succès en mai 68. Et voilà, donc, il y a des plans formidables où ils sont... les parents et les enfants devant la télé, autour du lit des parents. Je trouve que l'atmosphère de mai 68 y est. Ah oui, et c'est étonnant parce qu'en fait, ils l'ont vécu, effectivement, on entend parler de 68, on entend des manifestations, les gens rapportent ce qui se passe à l'extérieur, mais comme les Boltanski vivaient les uns avec les autres, effectivement, comme vous le dites, dans cette chambre à coucher, où même à 40 ans, les enfants dormaient encore au pied du lit des parents, c'est incroyable. Quand même la limite de la névrose. Et c'est joyeux, et c'est pas névrotique. Non, absolument. C'est vrai. On ne se dit pas, il faut qu'ils aillent voir un psy. C'est ça qui est beau dans le livre, c'est qu'en fait, dans le fond, on pourrait poser un diagnostic clinique sur cette famille, mais l'auteur ne le fait jamais. Moi, je me suis refusé à le faire en disant, en fait, les familles sont telles qu'elles sont. C'est des sociétés humaines qui fonctionnent avec des choses qui sont à la fois pures et impures, belles et des fois laides, propres et sales. Et c'est ça qui fait la richesse d'une société humaine. Alors, avant de parler de l'arrière-grand-mère, quand même, qui est un personnage formidable, les parents de Christophe Boltanski, on ne les voit pas beaucoup. Et évidemment, ils sont trop occupés à manifester pour la paix au Vietnam ou contre la guerre en Algérie. Voilà. Oui, puis pour eux, le moment de mai 68 est vraiment une sorte de possible, de se dire, tiens, qu'est-ce que la société de demain, en quoi elle pourrait être différente de celle qui a vécu hier. Et puis, on oublie toujours qu'on n'est que 23 ans après la fin de la guerre. Et donc, c'est qu'une génération. Pour nous, c'est comme si on parlait d'une époque qui était en 2002, 2003. Et c'est tout à fait normal que cette génération-là, en fait, de la génération de Luc, c'est-à-dire du père du petit garçon, se retourne aussi sur leurs aînés pour se dire, mais que s'est-il passé pendant cette période? Où étiez-vous? Qu'avez-vous fait? Donc, le film, en fait, raconte à travers 68 quelque chose qui ne s'est pas dit,
mais qui existe dans la famille, qui est cette cache dont personne ne parle, par pudeur, aussi par, pas se souvenir de cette période qui était quand même atroce pour les Boltanski. Et je trouve ça beau que le petit garçon, à force de chercher, c'est comme s'il y avait un inconscient qui finissait par réapparaître, et les choses qu'on cache, évidemment, les enfants le sentent. À travers ce petit chat, là, voilà, il cherche un chat. Il a l'impression d'entendre un chat, et en fait, on se dit sans doute que c'est la réminiscence de quelque chose qui n'a pas été dit. Alors, l'arrière-grand-mère, alors là, je me tourne vers Lise, parce qu'elle parle yiddish, cette arrière-grand-mère, celle qu'on appelle arrière-pays, merveilleuse Liliane Revers, vraiment formidable. Voilà. Elle est incroyable. Qui était donc la fille d'un marchand de raisins de Corinthe à Odessa, qui parle russe, français et yiddish, et qui est très souvent avec son arrière-petit-fils Christophe. Il y a des scènes formidables, elle est mélomane, elle est fantasque. Alors, le yiddish est présent dans le film, pas seulement avec elle, mais également il y a une chanson yiddish, et puis il y a le kaddish aussi, qui est dit par Michel Blanc. Lise nous a beaucoup aidé. Oui, elle fait partie du générique. Voilà, c'est la fierté de l'émission de Cinéma Parlant. D'abord, moi j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait nous informer, donner des cours aux comédiens, aux comédiennes pour qu'ils puissent... Alors Liliane Revers, sa mère parlait le yiddish, donc elle voit un petit peu ce qu'elle pouvait dire, mais elle a quand même eu vraiment besoin aussi. Elle avait un accent... Parfait. Authentique. D'accord, Et par contre, Drailingele, la petite chanson qui chante et tout ça, c'est Lise évidemment qui a fait répéter aux comédiens. Michel Blanc avait comment dire, beaucoup de bonne volonté, mais jusqu'à un certain point, il se fatiguait. Ça l'avait beaucoup, le kaddish, ça l'a beaucoup impressionné. Et c'est un moment très émouvant. C'est un moment émouvant. Il a eu une belle idée en fait, parce qu'il m'a dit je vais être ridicule si je le lis et si je le sais parfaitement, parce que je ne le saurai jamais parfaitement, et on va entendre en fait le fait que je ne l'ai pas répété depuis tout petit. Et puis il m'a dit, mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer, et c'est très juste, que le personnage ne se rappelle plus. Et c'est ça qui est terrible pour lui. Il m'a dit, je dirais, quand on répétait, il m'a dit, je vais dire les premières phrases et après je vais faire, je peux plus, c'est trop dur. Et je lui ai dit, mais écoutez, vous faites comme vous pouvez. Moi, c'était pas à moi, mais il était très concerné. Il a aussi beaucoup écouté la chanson. Il était très touché, et il m'a dit qu'en fait, à l'époque, quand on en a parlé, il m'a dit que en fait, le yiddish, ça sonnait pour lui un peu comme du flamand qu'il avait entendu dans sa vie assez souvent, et que du coup, il était un peu familier. Et ça m'a énormément touché quand il a dit ça. Et voilà, il nous manque beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais je trouve que c'est une belle idée, parce que dans le film, on voit cette espèce de côté où en fait c'est les mots qu'on vous a enseignés petits, et puis l'absence de répétition, l'absence de faire communauté avec les autres pour le dire, en fait, où le répéter fait que ça s'évapore, et qu'on en est d'un coup on se rend compte de ce qu'on a perdu, et qu'on s'est jamais imaginé que ce serait une perte importante. Et ce jour-là, devant sa mère, en fait, devant le corps de sa mère, il se dit oh là là, mais j'ai perdu ce qui va me rester d'elle, c'est-à-dire la tradition. Et c'est là où les fils repeignent cette chanson qui est une comptine enfantine, mais qui en fait rassure et fait lien tout aussi bien en fait que le kaddish pour eux, parce que c'est une chanson qui n'a rien à voir avec évidemment un enterrement, mais en même temps c'est un petit peu la même chose, c'est le lien. Et le lien, ça peut être la chanson. Et le lien, c'est une comptine en yiddish. Et je veux juste te dire que quand Lionel m'a dit voilà, j'ai entendu cette comptine, est-ce que vous connaissez, j'étais très émue, parce que c'est une chanson qu'on m'a chantée toute mon enfance aussi. Donc voilà. Et puis il y a aussi ce proverbe yiddish que j'aime beaucoup. L'intelligent parle de ce qu'il a vu et le sot de ce qu'il a entendu dire. Oui, ça, on devrait le répéter beaucoup plus souvent aujourd'hui. Avec l'actualité. C'est l'actualité. Parlons de ce qu'on a vu, en fait, pas de ce qu'on a entendu dire par les réseaux sociaux. Oui. Et puis alors il y a le personnage du petit garçon, de Christophe, le futur écrivain, qui est joué par Ethan Kimianti. Ethan Kimianti, et qui est formidable aussi. Voilà. C'est donc un petit toute garçon cette famille luxembourgeois en fait qui n'avait jamais fait de cinéma, et en fait c'était tout à fait étrange d'avoir cet enfant sur le plateau qui jouait sans véritablement toujours comprendre de quoi il était question, et puis petit à petit on l'a vu grandir pendant le tournage, et il s'était très attaché aux acteurs et aux actrices avec lesquels il a tourné, et pour lui en fait c'était assez important, parce que du côté de son père, je crois que lointainement il y a des origines juives dont ils n'ont jamais vraiment parlé en famille, et c'était l'occasion aussi pour eux d'un seul coup de reparler de cette origine et de leur histoire. Alors,
Également, il y a vraiment une séquence très très émouvante et chaplinesque à la fin du film où on voit Michel Blanc siffloter du Brahms. Il est filmé de dos à côté de son petit-fils sur une route de campagne déserte. Je trouve que c'est formidable. Et dans cette séquence aussi, il est question du pouvoir de l'imagination qui résonne très mai 68. Et puis aussi le rôle de la transmission avec son petit-fils, avoir un but et tout faire pour l'atteindre. Oui, tout faire pour juste pas, c'est-à-dire l'atteindre, mais ne pas être le premier. C'est ce que dit le grand-père qui est assez beau, c'est dans la vie, il faut essayer de tout faire pour gagner. Et juste au moment où on pourrait gagner, ne pas gagner pour ne pas avoir de l'arrogance pour les gens qui ont perdu. Et je trouve que c'est une belle philosophie de vie de se dire effectivement de tout faire pour avoir un but, d'y arriver et juste au dernier moment de laisser la place pour quelqu'un d'autre. Alors, La Cache, le titre évoque évidemment la persécution antisémite, la peur, la menace de l'occupation. Et pourtant, vous avez fait une comédie, Lionel Bayer, un film souvent drôle en dépeignant une famille vraiment bohème, atypique, farfelu. Il y a plein d'humour. Et votre mise en scène aussi est particulièrement inventive, vivante, baroque. Le décor est pop, coloré, rouge et vert. Et vous avez, je crois, parlé d'une esthétique du presque vrai. Est-ce que vous pouvez nous dire ? Oui, je crois souvent, en fait, dans le cinéma, on a toujours tendance à imaginer, en tout cas aujourd'hui, on imagine qu'il faut qu'on soit dans une sorte d'hyper-réalisme pour que les gens adhèrent. Or, pendant longtemps, le cinéma a fonctionné avec « on fait comme si ». Parce que les décors, parce que les effets spéciaux n'étaient pas à la hauteur qu'ils sont aujourd'hui, mais en fait, ils étaient très beaux, très poétiques et ne nous empêchaient pas d'être dans l'émotion. C'est-à-dire, quand vous voyez des films des années 50 ou des années 40, vous sentez le studio, vous sentez le trucage. Quand vous voyez des films de Méliès, vous voyez bien le trucage. Mais ça ne vous empêche pas d'y croire et d'être ému. Parce que cette idée qu'au début, on dise, moi, je ne suis pas en train de dire c'est vrai, je suis en train de dire on ferait comme si. Ce serait probable, en fait. Et dans ce probable, il y a une place pour chacun et chacune en tant que spectateur, pour se faire sa petite part de vérité en fonction de ce qu'il voit. Et donc tout le film, c'est vrai, est tourné en studio, il y a quelque chose d'assez artificiel dans les décors, dans le jeu des voitures qui roulent dans Paris, les projections qu'on voit à l'arrière. Tourné dans l'appartement de la rue de Grenelle. Non, je voulais pas le voir parce que je m'en étais fait une image en lisant le livre qui se mélange aussi avec des souvenirs de l'appartement de mes parents, de ma famille, qui a des meubles qui appartenaient aussi à mon arrière-grand-mère, qui venait aussi de Russie. Il y a des coffres comme ça qui viennent d'Odessa, puisque mes arrière-grands-parents viennent aussi d'Odessa. Donc il y avait quelque chose qui se racontait sur la famille qui m'appartenait aussi un peu et je voulais pas voir la réalité pour en être presque contaminé. Et comme j'ai pas souhaité rencontrer les oncles de Christophe Boltanski, Christian quand il était encore vivant, Jean-Élie, je les ai rencontrés après sur le tournage. Luc Boltanski est venu sur le tournage à un moment donné à discuter avec Liliane Rover et c'était beau parce qu'on avait l'impression que c'était une sorte de réunion de famille recomposée avec son arrière-grand-mère. Mais j'ai préféré me tenir un peu à distance pour garder une sorte de part créative et puis aussi pour que chacun puisse se retrouver dedans et qu'on ne soit pas dans une description trop réaliste. D'ailleurs, le film le dit, c'est une adaptation d'un livre qui est lui-même l'adaptation des souvenirs d'un enfant. Donc il y a une sorte de double translation. On est sans doute assez loin de la vérité, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, ça fait une vérité pour aujourd'hui, pour le jour qu'on est aujourd'hui. Ça raconte quelque chose, le film raconte quelque chose sur le monde dans lequel on est aujourd'hui, et c'est peut-être plus important. Et qu'est-ce qu'ils vous en ont dit, les Boltanski, du film ? Alors, Luc ne l'a pas encore vu parce qu'il ne voulait pas venir à une avant-première à raison en disant, donc le père de Christophe, en disant je veux pas me retrouver à la fin de devoir dire quelque chose, peut-être pris par l'émotion ou peut-être pris par le fait que le film ne me plaît pas, ce qui peut tout à fait être possible. Oui. Christophe est venu alors très souvent sur le tournage, il a vu plusieurs fois le film, qu'il aime beaucoup, qu'il le touche énormément et je suis très heureux en fait qu'il se soit approprié. Il fait des présentations à gauche et à droite du film, il participe à des débats et je trouve ça très beau que ce soit devenu un peu son film. Pour moi, c'est la plus belle réussite, c'est que je sois pas tout seul derrière ce film, mais qu'en fait l'auteur m'y rejoint et dise c'est pas mon livre, mais en fait c'est comme une extension du livre. Et je crois que maintenant les gens qui vont aller voir le film aujourd'hui et les jours qui viennent, ils vont avoir du plaisir à aller lire le livre de Christophe Boltanski et à voir à quel point c'est différent. Et puis il y a plein de choses qui sont semblables malgré tout. Voilà, c'est librement adapté. D'ailleurs, donc c'est l'histoire de Christophe Boltanski. C'est aussi, vous y avez mis aussi un peu de votre propre histoire. Oui. Et puis c'est une histoire qui résonne en chacun d'eux. Tout à fait. J'espère effectivement que chacun, parce qu'une famille, on en a tous une, et il y a toujours quelque chose à dire dessus, il y a toujours un secret, un non-dit, et le film raconte un peu ça. Donc tout le monde peut s'y retrouver un peu, je l'espère. Merci beaucoup. J'en suis sûre. Merci Lynn. Merci beaucoup Lionel Bayer. Merci. Irnok dir velik ben ken gorene
La Cache, une chanson sur Odessa qui illustre parfaitement l'ambiance du film. Lynn, on est en plein festival du cinéma israélien de Paris. D'ailleurs, Lionel, vous y êtes allé? Non, mais je fais tous les soirs, je suis en train de présenter mon film. Ah, bah, bien sûr, d'accord. Alors, on a déjà vu, Lise, L'Anneau. L'Anneau, un très très beau film de Adir Miller, de Ron Paz et Yoav Paz. Le film Matchmaking 2 d'Eder Stadmore, un film très drôle, une comédie sur les mariages arrangés dans le milieu ultra-orthodoxe. Oui. Et la propriété. Et alors, ça marche? Et ça marche. Ça marche. Ça marche, Les finalement. gens se marient. Finalement, ça se termine bien. Il y a des happy end. Ouais, super. Et puis, la propriété aussi, où il est question toujours, d'ailleurs, aussi bien dans L'Anneau que dans la propriété, de grands-parents originaires de Pologne ou de Russie et de voyages initiatiques des petits-enfants. Voilà, et l'impact de la Shoah. C'est vraiment un thème récurrent. Voilà, il faut aller à ce festival. Il y a des documentaires sensationnels sur Freud, sur Kafka. Oui. Voilà. Au Majestic Passy jusqu'au 23 mars. Voilà. Exactement. Donc un festival qu'on couvre évidemment avec bonheur sur Radio J. Un film dont on n'a pas le temps de parler. Mais dont on parlera la prochaine fois. Voilà. Lumière de Thierry Frémaux, un documentaire consacré aux premières œuvres des frères Lumière. Voilà, un film formidable. On en parlera la semaine prochaine. Avec bonheur. Lynn Toubiana, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis Lionel Bayer également. Merci. Et on court voir La Cache. Merci, bonne journée. C'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. 14h, 15h. Le grand journal, Steve Nadjar. Je vous donne rendez-vous tous les après-midi à 14h dans le grand journal. Une heure d'information et de décryptage en direct sur les sujets qui vous concernent. Le grand journal, 14h, 15h. Et c'est seulement sur Radio J. Radio J.